François Tadei, merci de nous accueillir. Merci. Nous sommes à Paris, vous êtes à New York. Et les 200 ou 300 collègues qui nous accueillent, qui vous écoutent, ont suivi le déroulement et les premières conclusions de votre rapport sur l'innovation. Peut-on répondre à la question que tous se posent? Qu'est-ce qu'un établissement scolaire innovant pour vous, au terme de cette recherche, de ce travail, de cette investigation? Pour avoir fait un certain nombre de comparaisons internationales et avoir vécu ou vu pas mal de choses en France, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est pas forcément d'avoir fait une innovation. C'est assez fondamentalement être capable de penser une dynamique et d'être un établissement en mouvement, un établissement apprenant, c'est-à-dire un établissement qui, parce qu'il a su faire réussir certains, va pouvoir faire réussir toujours plus d'élèves. Et qui va apprendre de ses succès comme de ses difficultés et qui va créer une dynamique collective pour permettre à ses enseignants comme à ses élèves de réussir et de progresser tous ensemble. Est-ce que c'est un professeur qui sait qu'il est innovant, une équipe? À quel moment la lucidité peut-elle venir et avoir une influence sur le projet? Je pense qu'en fait, le plus important, c'est la réflexivité. Et la réflexivité, c'est d'abord la capacité à s'interroger sur soi-même et éventuellement, cette réflexivité, cette capacité à apprendre, elle peut être individuelle, bien sûr, mais elle peut aussi être collective. Et donc, c'est quoi un collectif apprenant? C'est un collectif quand quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre va pouvoir apprendre la même chose plus facilement. De même qu'avoir appris à apprendre, c'est si j'ai déjà appris quelque chose, alors est-ce que la prochaine chose que je dois apprendre, je l'apprendrai plus facilement. Et donc, dans un collectif, si quelqu'un a innové, quelqu'un d'autre doit pouvoir innover plus facilement parce qu'on partage les différentes difficultés et les différents progrès que l'on a su faire. Et donc cette capacité présuppose une capacité à coopérer et une bienveillance et une confiance qui ne peuvent pas se décréter, mais peuvent se construire, se travailler, se nourrir au quotidien. Quels en sont les leviers? Fondamentalement, il y a des freins qu'il faut savoir lever. Typiquement, une vision trop hiérarchique, trop classique, trop standard, ça c'est jamais fait, donc ça ne peut pas se faire. Il faut savoir dépasser ça. Il faut savoir faire confiance, il faut savoir expérimenter, il faut savoir accepter que les erreurs sont souvent nécessaires pour vraiment progresser. C'est vrai pour un individu comme pour un collectif. Et par contre, il ne faut pas répéter indéfiniment les mêmes erreurs. Il faut savoir apprendre de ces erreurs. Il faut savoir le faire dans un contexte bienveillant. Parce que si à la moindre erreur, on se fait taper sur les doigts, alors on ne recommencera plus à faire différemment. Par contre, si quand on a fait une erreur, on est interrogé sur quelles sont les conditions pour progresser, alors on peut tous, dans un cadre bienveillant et exigeant à la fois, progresser ensemble. Alors, un des fils conducteurs de votre réflexion, si je me trompe, c'est en effet l'élève, la bienveillance qui lui permet de développer ses capacités d'apprentissage, et puis évidemment une équipe de professeurs. Mais derrière tout cela, il y a le programme aussi, en face de tout ça. Est-ce que le programme est une contrainte? Est-ce que c'est un cadre? Est-ce qu'il autorise et dans quelle marge l'innovation? Alors que vous savez que, et nous le vivons bien à l'international, les professeurs se trouvent souvent contraints par le programme. Moi, je crois beaucoup à la notion de cadre de liberté. D'accord? Et donc on me dit, mais est-ce que c'est un oxymore? Et en fait, non, l'état de droit est un cadre de liberté. On ne peut pas faire n'importe quoi dans une société, parce qu'il y a un certain nombre de lois, mais ces lois, elles sont aussi les garantes de nos libertés. Donc il y a une liberté pédagogique, et il y a un cadre qui peut être plus ou moins contraignant, mais qui l'est plutôt moins qu'il ne l'a été, et il est souvent beaucoup moins que ce que les gens imaginent. Et je pense qu'on est plus contraint par nos barrières mentales que par individuelles et collectives, que par le cadre réglementaire. Et d'ailleurs, en fait, le cadre réglementaire permet de déroger à énormément des contraintes si tant est qu'on le souhaite. Et d'expérience, en fait, on peut faire énormément de choses. Donc ce qui compte, c'est plus un changement culturel et une attitude et une volonté d'expérimenter. Et ce qui compte, c'est pas forcément d'avoir fait l'intégralité d'un programme, c'est d'avoir formé des élèves qui sont capables
d'apprendre à apprendre tout au long de leur vie et d'être des citoyens du monde, encore plus dans vos établissements, mais je pense que ça doit être vrai même pour les autres, c'est de former des citoyens du monde qui sont capables d'appréhender les difficultés. Moi, je pense que vos établissements ont une grande chance, c'est que vous avez par définition un double regard, puisque vous avez à la fois le regard, je dirais, de la terre-patrie ou de la mère-patrie, et en même temps celui de la réalité culturelle et sociale dans lequel vous êtes implanté. Et ce qu'on sait, c'est que les gens qui sont capables de ce double regard sont en moyenne plus agiles, plus créatifs, plus capables de passer d'un mode de réflexion à un autre. Et c'est une des clés du succès et de la créativité. Donc je pense que vous avez à la fois chez les enseignants et chez les élèves et chez les parents et chez les familles des gens qui sont par définition capables d'explorer et d'aller vers l'ailleurs. Je suis persuadé que dans vos investigations, vos observations, vous avez croisé le projet d'établissement, qui est évidemment un cadre qui parfois était jugé injonctif dans son histoire. Est-il, à votre avis, encore un outil favorable, nécessaire, pour toute la dynamique de mobilisation, d'entraînement, de recentrage autour de l'élève que vous recherchez ou à laquelle vous liez l'efficacité ou en tout cas l'utilité de l'innovation, la pertinence de l'innovation? Je pense que le projet d'établissement peut évidemment être trop écrit, et comme un programme qui serait trop écrit deviendrait contraignant, où on devrait prescrire trop de choses. Par contre, s'il est centré sur des valeurs, s'il est centré sur une vision de l'élève et du projet collectif des enseignants, et si chacun s'y retrouve, et si chacun a été consulté d'ailleurs, y compris dans son élaboration, y compris les jeunes eux-mêmes, alors je pense que ce projet d'établissement peut être un projet de transformation et d'en faire un établissement apprenant dans lequel cette bienveillance, cette créativité, ce questionnement individuel et collectif sont nourris, et en même temps un établissement qui, et vous avez une grande chance, se met en réseau avec d'autres, se nourrit des explorations des autres, qui ne sont pas là pour imposer quoi que ce soit, mais pour offrir des pistes de possibles, et à ce moment-là, ça peut être une grande richesse que d'être dans ce réseau dans lequel vous êtes. Dans cette réflexion, où placez-vous les dispositifs et le rôle de la validation, du contrôle, de telle sorte que les équipes se guident elles-mêmes, apprennent à se guider? Dans le rapport, on a eu l'occasion, Catherine pourra en témoigner sur place à New York, d'évoquer le concept d'inspection. D'accord. Et Dominique Roja nous a fait remarquer que inspectare, c'est regarder dedans. Respectare, qui donne le respect, c'est regarder derrière. Prospective, prospectare, c'est regarder devant. Il nous manque en français peut-être le mot cum spectare, qui serait regarder ensemble. Et donc on a besoin du regard des autres, mais d'un regard bienveillant pour progresser. Et donc la question, c'est pas un regard castrateur et contrôleur et qui viendrait sanctionner. On utilise le mot sanction très bizarrement en France. On peut être sanctionné pour une faute et on peut être sanctionné par un diplôme. Donc de toutes les manières, on est sanctionné. C'est quand même assez particulier, vous l'avouerez. Donc comment est-ce que le regard des autres est un regard qui aide à faire grandir, hein, Michel Serres est un de ceux qui, revenant sur l'étymologie d'autorité, rappelait que ça veut dire qui fait grandir. Et donc si l'autorité de l'enseignant face à l'élève aide l'élève à grandir, et de l'autorité de l'institution face à l'enseignant l'aide aussi à grandir, si on est dans une dynamique de développement professionnel pour les uns et de développement personnel pour les autres, alors on peut arriver à créer des dynamiques dans lesquelles on progressera tous. Dans les établissements de l'étranger, évidemment, toutes ces recherches font écho, tout simplement parce que ce sont des établissements qui ont une assez forte autonomie et qui doivent la pratiquer, hein, dans la mesure où ils sont défiés par leur environnement et dans une concurrence beaucoup plus forte, évidemment, que celle qu'on rencontre en France. Est-ce que vous pensez par ailleurs à cela, parce que nous avons aussi ce problème, nous avons un professorat qui est sans doute beaucoup plus hétérogène à l'étranger. Faut-il encore parler seulement de formation au sens classique du terme, ou d'autres choses par rapport à la mobilisation que vous pointez? Moi, je pense que l'hétérogénéité est une qualité, parce qu'elle amène des complémentarités, elle amène des différences, elle amène la richesse des différents profils. Et si on sait les agencer
ces différents profils, ça peut être une source de richesse pour les uns et pour les autres, à commencer par les élèves, mais aussi pour le corps professoral dans sa diversité. Et donc, je pense que ça, c'est une chance, et je pense qu'aujourd'hui, on est tous apprenants tout au long de la vie. Et donc, que la formation initiale ne soit pas la même pour tout le monde, est d'autant moins grave qu'on peut se former tout au long de sa vie. Et quand on doit relever un défi, ne serait-ce que parce qu'on a changé de pays, on peut peut-être se mettre à apprendre une nouvelle langue, ou à comprendre une nouvelle culture, à comprendre de nouvelles manières de faire, on peut s'en enrichir et on peut l'offrir aux élèves. Et la diversité des élèves aussi, que vous avez dans vos établissements, mais comme il y en a beaucoup, y compris en France métropolitaine, il y a tout un tas de dynamiques qui peuvent partir de cette diversité et de s'en servir comme une force, comme d'un enrichissement mutuel. C'est vrai qu'à l'étranger, nous avons le capital d'une immense curiosité des élèves, un désir d'apprendre, c'est incontestable. Est-ce que, par rapport à l'image qu'on a habituellement du système scolaire français, avec ses statuts, son histoire formidable, mais aussi parfois quelques rigidités qui sont pointées du doigt, est-ce que ce que vous décrivez est une utopie ou peut devenir une réalité? En fait, quand on regarde notre histoire d'une part et celle d'autres pays d'autre part, on se rend compte que tout un tas de pays, pour des raisons qui sont historiques, avaient un système très proche du nôtre, avec une inspection et un certain nombre de niveaux de contrôle, mais qu'une bonne partie de ces pays ont changé. Parce qu'à l'heure du web, à l'heure du numérique, à l'heure d'un monde qui change, on n'est plus obligé de faire descendre et remonter l'information. Elle peut circuler dans un réseau beaucoup plus vite. On n'est pas obligé de faire transférer l'information à cheval. Elle peut être transférée à la vitesse des électrons. Et donc on peut être dans des dynamiques très différentes. Et ça se produit à la fois dans des systèmes éducatifs, aussi dans des grandes entreprises, dans des systèmes publics comme dans des systèmes privés. Et donc il y a une transformation du monde qui fait qu'on passe d'une logique de hiérarchie à une logique de réseau partout. Et je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne se produise pas en France. Et d'ailleurs, ça commence à se produire dans toujours plus d'endroits. Nous, on l'a fait à l'université. On connaît plein d'endroits dans l'environnement scolaire qui font ça. J'étais hier encore aux journées d'innovation de la DGESCO où il y a énormément de très beaux projets d'établissements dans lesquels toute l'équipe pédagogique porte un mouvement et on voit des élèves qui en sont transformés et très heureux et qui progressent. Et donc tout ça, c'est pas du tout incompatible. C'est possible, mais c'est vrai que ça demande de l'accompagnement. Et par exemple, ça demande de documenter ces innovations. Donc par exemple, ce qu'on évoquait avec la ministre hier, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas de MOOC qui nous raconte ce qui se passe dans ces établissements innovants. Je suis sûr que dans votre réseau, il y a des pépites qui mériteraient d'être filmées, documentées, partagées, et qui vous aideraient à partager pour aller plus loin et progresser, pas simplement au niveau d'un établissement, mais au niveau du réseau. Il y a une intelligence dans les réseaux qui, si elle est partagée et fluidifiée, peut être une grande force. Je pense que ça peut être une de vos forces, en plus d'être dans un environnement autre. Vous avez cette force du réseau qui, à mon avis, mérite d'être travaillée, et il peut y avoir des projets spécifiques qui animerait le réseau et qui lui permettrait d'être encore plus pertinent et encore plus capable de faire progresser les élèves comme les enseignants. À part quelques laboratoires connus, réputés, et qui sont d'ailleurs connus à l'extérieur de nos frontières, est-ce que la recherche française n'est pas trop éloignée de l'école? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt dans cette perspective-là à les rapprocher, à les inviter à travailler davantage main dans la main, à des niveaux différents d'ailleurs? La recherche est multiple. Tout à fait. Donc moi je suis convaincu, et c'est exactement le cœur de la mission qu'on a fait avec Catherine Bizot et Guillaume Uzel pour la ministre. Je pense que moi je viens de la recherche biomédicale. Dans la recherche biomédicale, le monde de la santé progresse, la longévité progresse parce qu'on investit et on a tout un tas de disciplines qui se mettent au service de la santé. Je pense qu'on peut faire exactement la même chose dans l'éducation. Il y a au moins 20 à 30 fois moins de dépenses dans le domaine de l'éducation que dans le domaine de la santé en termes de recherche, alors que c'est à peu près les mêmes budgets en termes de dépenses du PIB. Donc on a là, à mon avis, une grande marge de progression, mais on a quelque part un gros avantage,
c'est qu'on invente ce système au XXIe siècle et pas au XIXe, comme Pasteur a su créer avec Claude Bernard la recherche biomédicale française à l'époque. Il fallait tout inventer. Aujourd'hui, on a le web, on a tout un tas d'outils, on va commencer à avoir des learning analytics, on va avoir des data sur les élèves, mais ça pose des questions d'éthique et de respect de la vie privée en même temps. Donc, il y a à la fois des possibilités et des défis qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut savoir relever collectivement. Mais on a aussi une autre chance, c'est que ce qu'on a appris grâce aux sciences cognitives, c'est à la fois plein de choses sur le cerveau, et en particulier, les sciences cognitives nous montrent qu'on est tous nés chercheurs. C'est-à-dire que même un bébé est capable d'observer le monde, de le questionner, d'expérimenter, de faire des erreurs, d'apprendre de ses erreurs, de se corriger, et éventuellement de partager ce qu'il aura réussi à faire quand il aura réussi à faire quelque chose dont il est fier. Et en fait, un chercheur, ça fait à peu près tout ça. Simplement, ça ne fait pas exactement avec les mêmes modalités et les mêmes rituels, mais, et les mêmes méthodologies, mais c'est assez fondamentalement ce principe-là. Et donc, si on est tous nés chercheurs, on a tous ce potentiel. Et donc, tous les enseignants sont chercheurs, tous les élèves sont chercheurs, tous les parents le sont. Et on le voit bien quand on a, par exemple, un enfant qui est malade, on va chercher des solutions et on va éventuellement s'appuyer sur le fait que d'autres ont trouvé des solutions complémentaires auparavant. Et donc, cette capacité d'être tous chercheurs, en fait, elle est pratiquée dans tout un tas d'établissements. Par exemple, 2/3 des établissements de Singapour, des établissements scolaires, ont des groupes de recherche en interne qui travaillent collectivement sur comment est-ce qu'on améliore notre pédagogie. Et ils développent des formes de réflexivité individuelle et collective, où par exemple, différents enseignants peuvent travailler ensemble et observer la classe de l'autre, et pas seulement l'enseignement de l'autre, mais la réaction des élèves à l'enseignement, et le documenter, le partager, et réfléchir ensemble d'une manière très bienveillante. Il n'y a évidemment aucune hiérarchie, aucun contrôle dans ce genre de choses, autrement on n'est pas à l'aise et on ne va pas vraiment progresser. Donc ça, c'est cette capacité de mettre la recherche au service de l'école. Je pense que c'est tout à fait possible, mais c'est d'abord à l'école et à ses enseignants et à ses élèves de s'emparer des méthodologies de la recherche, et éventuellement de collaborer. Et donc, par exemple, il y a maintenant de nouvelles formes de recherche qu'on appelle des recherches participatives. On vient de signer une charte des sciences participatives dans lesquelles les chercheurs et des praticiens, qui peuvent être par exemple des patients, qui peuvent être des citoyens qui s'intéressent à la biodiversité ou à d'autres sujets, vont travailler ensemble dans un contexte où la méthodologie de la recherche est au cœur, mais les questionnements de chacun et les volontés de contribuer de chacun sont mis au service du progrès des connaissances. Donc à la bienveillance, on ajoute la confiance en soi par cette culture de la curiosité, de l'exploration organisée. C'est ça la recherche. Exactement. C'est un des points absolument clés de la recherche, c'est que pour voir loin, il faut gravir les épaules de géants. Et ça, on le sait depuis très longtemps, mais c'est pas malheureusement comme ça que les écoles sont organisées aujourd'hui. Mais c'est comme ça que le web s'est construit. C'est comme ça que Wikipédia s'est construit. C'est comme ça que tout un tas d'outils partagés se construisent. Et donc on peut, y compris dans le monde de l'enseignement, partager ses cours, ses méthodologies, ses questions, ses réponses, et co-construire ensemble un système éducatif qui progresse, et parce qu'on gravit des épaules de géants, parce qu'on documente, on partage, et en confiance, on avance ensemble. Partager l'espace, partager le temps. Quels seraient aussi les principes éthiques qui, à votre avis, dans un établissement scolaire, doivent favoriser l'innovation, le partage et la recherche? D'abord, c'est le respect de chacun. Je pense que c'est le premier principe éthique. Après, il peut y avoir des questions éthiques plus liées à la recherche et à la vie privée sur les données. Il y a typiquement, mais c'est lié au respect de chacun, c'est juste une déclinaison de qu'est-ce que le respect. Mais dans le domaine de la santé, par exemple, on s'est posé beaucoup de questions sur l'éthique biomédicale, et y compris pour faire progresser la recherche en pédiatrie, on a impliqué les parents, les enfants et évidemment les médecins et les chercheurs dans la codéfinition des grands principes éthiques. Donc je pense que l'éthique, c'est d'abord quelque chose qui se partage, c'est pas une morale qui s'imposerait, c'est une réflexion collective, et je pense qu'à l'heure des robots, de l'intelligence artificielle, des progrès des sciences et des technologies qui sont toujours plus rapides, on a besoin de revenir à
ce qu'Aristote appelait les trois formes de connaissance, qui sont épistémé, la connaissance du monde et qui a donné la science, techné, qui est la connaissance des manières d'agir sur le monde, qui a donné la technologie, et phronésis, qui est l'éthique de l'action. Et on a tous besoin de réfléchir sur ce que c'est que l'éthique de l'action individuelle et collective, à court terme et à long terme, en local et en global. Et aujourd'hui, on est tous des citoyens d'une ville, des citoyens d'un pays, mais on est fondamentalement des citoyens du monde et on a besoin de s'interroger sur l'éthique de l'action, la phronésis personnelle et collective. Vous parlez, avec une expression très belle, de territoire apprenant. Je me trompe ou... Non, non, pas du tout. Quelles sont les limites du territoire? Il n'y en a pas, ou il faut qu'il y en ait pour qu'on apprenne? Non, moi je pense que les limites, c'est celle qu'embrasse le regard, je dirais. Mais le regard est amené à changer. Il y a quelque chose de tactile, de physique. Il y a quelque chose de tactile dans les interactions que l'on a avec les uns et avec les autres. Mais aujourd'hui, on peut voyager, on peut changer de territoire et in fine, on a organisé une conférence internationale à l'Institut Pasteur qu'on a appelée Planète apprenante. Donc pour l'instant, c'est le territoire le plus vaste qui soit, c'est celui de notre planète. Après, on peut peut-être explorer le système solaire et au-delà, mais pour l'instant, je pense que déjà ce territoire-là, et cette planète, elle est assez singulière, parce qu'elle héberge la vie, et elle héberge une vie qui a conscience d'elle-même, et qui a conscience d'être issue de poussière d'étoiles et d'une longue évolution, et en même temps conscience des limites de la planète, des limites des ressources de la planète, des limites de l'activité humaine, et donc il y a besoin de s'interroger sur cette éthique de l'action individuelle et collective, si on veut que la planète reste vivable pour nous et nos enfants et leurs enfants. Ce qui est formidable avec vous, c'est l'optimisme. Ouais, je pense que, en fait, il y a un joli mot qui est le mot de méliorisme. Et qu'on soit optimiste ou pessimiste à titre personnel, à un moment donné ou à un autre, le méliorisme, c'est l'idée qu'on peut améliorer les choses en fonction de son action. Et donc, quelle que soit la trajectoire globale, est-ce qu'on peut agir? Et il y a une belle métaphore qui est celle du colibri qui, face à un incendie, les gros animaux fuyaient tous l'incendie de forêt. Et le colibri est le seul qui allait vers l'incendie, donc l'un des gros animaux l'interroge et lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça, colibri ?» Et il dit « Mais j'ai une goutte d'eau dans mon bec et je vais l'amener sur le feu. » Et l'autre lui dit « Mais est-ce que tu crois vraiment que tu vas éteindre le feu avec ta goutte d'eau ?» Il dit « Mais au moins j'aurais fait ma part. » Et donc le méliorisme, c'est ça. C'est l'idée que si chacun d'entre nous fait sa part, eh bien déjà on se sent mieux parce qu'on a fait sa part, mais en même temps, si on amène tous une petite goutte d'eau, il est possible que, surtout si on prend l'incendie au début, on soit capable de l'éteindre parce qu'une allumette, ça s'éteint avec une goutte d'eau. Sans le savoir, François Tadei, vous avez conquis la MLF comme planète apprenante, parce qu'on a un colibri, nous aussi, qui est une application numérique, mais qui fait beaucoup souffrir nos proviseurs. Ah. Alors le vôtre, au contraire, va leur donner beaucoup d'optimisme. Je voulais vraiment vous remercier de ce temps que vous nous avez consacré. Vous avez des journées énormes en ce moment, après ce rapport. Vous allez être relayé par Catherine Bizot, qui est avec nous, toujours à côté de la MLF, qui vous a accompagné dans ce rapport. Et je suis certain qu'elle va pouvoir relayer toute votre réflexion avec nous. Un grand, grand merci. Merci à vous et merci à Catherine d'avoir permis ça. À bientôt.